Bonjour, bienvenue à tous dans Objectif Élysée, une nouvelle interview long format que nous proposons à chaque candidat à la présidentielle. Notre première invitée, Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Et pour m'accompagner, pour vous interroger, Adrien Ginde. Bonjour Adrien. Bonjour Marine Le Pen. Nous sommes ensemble donc pendant près d'une heure pour aller au fond des choses. Avant de parler de votre programme et de votre campagne, l'actualité. L'actualité, c'est d'abord François Fillon qui a présenté ses excuses aux Français 15 jours après le début de la tempête. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Marine Le Pen, ces excuses sont-elles suffisantes ou est-ce que vous demandez, vous aussi, à François Fillon de se retirer ? Non mais moi je ne demande pas à François Fillon de se retirer, c'est pas à moi de décider qui sera le candidat de la droite et du centre. Mais je comprends rien à ce que fait et à ce que dit François Fillon. Pardon, mais il nous a expliqué qu'il ne voulait pas se soumettre au tribunal médiatique et il fait une grande conférence de presse pour venir demander pardon de quelque chose dont parallèlement il explique que c'est parfaitement légal et qu'il n'y a aucun problème. Mais qui ne correspond pas à l'évolution de la société telle qu'il l'a sentie depuis. Alors c'est là où il y a le mensonge. C'est là où il y a le mensonge pour une raison simple, c'est qu'il vient expliquer qu'il n'avait pas compris que les Français n'appréciaient pas que l'on puisse travailler avec quelqu'un de sa famille. Et c'est pour ça qu'il a arrêté il y a 3 ans. Mais s'il n'avait pas compris cela, pourquoi est-ce qu'il a arrêté ce contrat juste quelques jours avant que la mise en place d'une loi sur la transparence qui oblige à rendre public ce type de contrat. Bon, il y a comme ça toute une série de choses. Mais c'est pas, moi, ça m'intéresse moins. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, et que les journalistes n'ont pas cru bon, semble-t-il, de creuser, c'est qui sont les clients de sa société 2F Conseil. Voilà. Et là-dessus, il n'a en réalité rien dit. Il a dit pas la Russie, pas l'État, pas d'organisation à ce sujet. Vous, là, ce que vous essayez de faire, c'est quoi? C'est récupérer, reprendre sa place à droite, le plan B dont on a parlé. Ce que je voudrais, c'est qu'on sache s'il y a des trafics d'influence ou des conflits d'intérêts. Nous avons appris que M. Fillon a été payé dans le cadre de ses conférences par AXA. AXA, grande compagnie d'assurance qui était dirigée par son ami Henri de Castres. Henri de Castres que M. Fillon voulait mettre, semble-t-il, comme Premier ministre s'il était élu. Or, le programme de M. Fillon, et notamment le programme de suppression de la sécurité sociale, comme par hasard, va exactement au bénéfice des grandes compagnies d'assurance. Vous l'accusez de quoi, puisqu'il s'agit en réalité de permettre aux mutuelles de prendre la place de la sécurité sociale. Donc j'aimerais savoir s'il y a d'autres cas comme cela. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, c'est une question que je pose, a-t-il fait des conférences, par exemple, pour le Qatar ou des organismes liés, pour l'Arabie Saoudite ou des organismes liés? Pourquoi? Parce que lorsqu'il était Premier ministre, il a mis en place une loi d'exonération fiscale sur les plus-values immobilières, précisément pour les ressortissants saoudiens et qataris. Voilà des questions qui sont très importantes parce qu'il en va de l'indépendance, en réalité, du candidat à la présidentielle. Il n'est plus simple député, il est candidat à la présidentielle. Et cet acte de transparence que je crois beaucoup attendaient, pour le coup, n'a pas été fait. Alors, il n'est pas mis en examen, il y a présomption d'innocence. Mais ça, je ne vous parle pas de... Je reparle de l'enquête. Après tout, sur le fond, on n'a pas plus de preuves pour l'instant de sa culpabilité que de la vôtre à Strasbourg. Je parle de l'affaire d'emploi présumé fictif au Parlement européen. On vous accuse d'avoir payé 2 de vos collaborateurs avec les fonds publics du Parlement européen, autrement dit avec l'argent des contribuables européens, alors qu'ils auraient dû l'être par les caisses du Front National. Vous refusez de rembourser les quelques 300 000 euros qui vous sont demandés par le Parlement européen? Vous vous rendez compte, le Parlement européen contre qui je suis en bagarre, c'est quand même... D'ailleurs, c'est pas nouveau. M. Schulz ayant indiqué, ancien président du Parlement européen, qu'il ferait tout pour... Ça va être retenu sur votre salaire de députée européenne. Tout pour nous nuire. Bon. Il engage cette procédure et il saisit, avec la complicité de Mme Taubira, le parquet 10 jours avant les élections départementales. Et il nous reproche quoi? Il nous reproche à tous
d'avoir des assistants parlementaires qui sont aussi des militants politiques, c'est-à-dire qui sont secrétaires départementales, qui Alors, ont vous dites, des responsabilités. c'est une affaire politique et pas une affaire judiciaire. Ceci étant, le 15 décembre, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour abus de confiance, escroquerie en bande organisée, faux et travail dissimulé. Une instruction qui a été confiée au juge Von Runebeck. Est-ce que vous comptez, comme l'a promis François Fillon pour son propre cas, de vous retirer si vous êtes mise en examen? Mais moi, je suis parfaitement innocente, moi et le Front National, de ces accusations. Mais Encore en cas une fois, de mise en pourquoi examen, ça vous intéresse pas d'aller au fond? candidature? Pourquoi ça vous intéresse pas d'aller au fond? Parce que c'est gênant. Parce Pas qu'on du va tout, se mais rendre compte. Parce que sur vous le en faites principe. un combat politique, Non, mais alors qu'il y a. Mais un enfin, combat qui écoutez, n'est moi pas je suis en politique. combat contre le Parlement européen. Le Parlement européen me condamne. C'est quand même, il y a déjà un problème de conflit d'intérêts. Je saisis la justice. Mais sur le plan Le judiciaire, Parlement Marine Le Pen. européen, pardon, pourrait attendre que la justice se prononce. Non, il exécute de lui-même une répétition de l'indu à hauteur de 300 000 euros que je n'ai pas touché. Car moi, à la différence de François Fillon, je n'ai pas touché cet argent. Sur un plan C'est mon judiciaire, Marine assistant Le Pen. parlementaire qui a été payé pendant, en l'occurrence, 5 ans. Marine Le à Pen. travailler, ce que personne ne conteste. Ni vous, Monsieur Jeanne, car vous la connaissez bien, mon assistante. Marine Vous Le savez Pen, très bien qu'elle travaille. Si vous pouvez répondre Donc, il y a juste pas sur de cette souci là-dessus, question-là, vous voyez. juste sur cette question-là, Voilà. si vous étiez, vous, mise en examen, est-ce que, comme François Fillon, vous vous retiriez de la course à la présidentielle sur ce mais principe-là? il n'en est pas question. Il n'en est pas question parce que moi je suis attaché à l'état de droit. Il existe en effet, vous avez raison de le rappeler, une présomption d'innocence. Je vous rappelle que par exemple M. De Villepin, il a été mis en examen et il a été relaxé, me semble-t-il. Vous imaginez le pouvoir qu'on donnerait, mais ce serait le gouvernement des juges. C'est-à-dire qu'un juge pourrait décider qui est candidat ou qui n'est pas candidat à la présidentielle. Mais il est évidemment tout à fait contraire à la démocratie de donner aux juges ce pouvoir. Mais c'est François Fillon qui leur donne ce pouvoir. C'est lui qui a tort de faire ce genre de déclaration. Et pourquoi fait-il ce genre de déclaration? Parce qu'il a tiré le tapis sous les pieds de Nicolas Sarkozy. Il n'a pas été très bon camarade, il faut bien le dire, pendant la campagne des primaires. Et il a fait cette déclaration qui lui est revenue en boomerang, à savoir, est-ce que le général de Gaulle, est-ce qu'on envisagerait que le général de Gaulle soit mis en examen? L'actualité Marine Le Pen, c'est aussi Aulnay-sous-Bois. Il y a eu de nouveaux incidents. Cette nuit, un policier mis en examen pour viol, 3 autres pour violence volontaire en Réunion. Il y a une information judiciaire en cours. On a vu les images de l'arrestation très musclée. Est-ce que vous condamnez le comportement des forces de l'ordre? Non mais attendez, il y a une information en cours, vous venez de le dire. Bien sûr. Donc je crois que la justice est saisie. Moi je vais vous dire mon principe de base. Mon principe, c'est d'abord, je soutiens les forces de police. Voilà. Et ce type de et de comportement gendarmerie. Sauf démonstration par la justice qu'ils ont commis un délit ou un crime. Voilà. Quelles que soient les images de la vidéo qui sont pour le coup la preuve d'une arrestation extrêmement musclée. Musclée, mais on ne sait pas dans quel contexte cette arrestation a eu lieu, si vous voulez. Donc je pense que se baser comme ça sur des images, c'est quand même assez périlleux. Bon, moi je crois que les policiers et les gendarmes travaillent dans des conditions absolument épouvantables. Et particulièrement, il faut bien dire, les policiers qui travaillent en banlieue. C'est extrêmement compliqué pour eux, sur le plan matériel, sur le plan moral. Souvent, ils ne sont pas soutenus. Mais ça ne justifie en rien la violence. Mais non, mais par leur hiérarchie. Donc, je pense qu'il ne faut pas les clouer au pilori. Et si, quand il y a un problème sur des dizaines de milliers d'arrestations qu'ils peuvent effectuer, alors la justice est saisie. Je crois que d'ailleurs elle a été saisie avec célérité et ils auront l'occasion de se défendre devant elle. Mais est-ce que ça justifie que les émeutes qui ont eu lieu depuis, est-ce que ça justifie qu'un certain nombre se permettent ainsi de casser, de brûler, alors même que la justice est saisie du dossier? La réponse est non. L'actualité Marine Le Pen, c'est aussi le lancement de votre campagne. C'était ce week-end à Lyon, tout comme le meeting de votre adversaire numéro 1, Emmanuel Macron. Une sorte de miroir inversé, dites-vous. Mais vous avez un point commun, et pas des moindres. Vous vous dites, vous aussi, ni de droite ni de gauche, ni de droite ni de gauche comme Emmanuel Macron. Ouais, lui, il est ni de droite ni de gauche, il est du fric, donc c'est pas tout à fait pareil. Moi, je suis ni de droite ni de gauche, du peuple. Alors vous dites, voilà, c'est aussi un point commun, Marine Le Pen. C'est aussi un point commun. Vous dites candidate du peuple, candidate anti-système, et vous entendez les critiques. Est-ce qu'on peut vraiment se présenter comme la candidate du peuple quand on a grandi à Saint-Cloud, dans un château, et quand on a reçu un parti en héritage? C'est ce qu'on vous renvoie quand vous dites candidate du peuple. Oui, enfin, on m'en renvoie beaucoup de choses très désagréables. On me couvre parfois de bousses de vache, mais je vois que vous y contribuez. Alors je vais vous rappeler juste quelque chose. Des faits, des faits, j'ai hérité du Front National, c'est un fait.
Mais Monsieur Gindre, vous n'étiez pas là, vous ne nous suiviez pas quand on a fait la campagne interne. Il n'y avait pas un débat démocratique entre Bruno Gollnisch et moi. Il n'y a pas eu des élections qui n'ont pas été contestées au sein de notre mouvement. Je n'ai pas été élu à la loyale, me semble-t-il. Je n'ai pas été réélu lors d'un deuxième congrès. Non, c'est pas l'héritage, ça s'appelle la démocratie. Voilà, c'est tout. Bon, il y a encore quelques mois. Je conteste évidemment tout cela. Monsieur Macron se présente comme étant un candidat anti-système. Il n'y a que les journalistes que ça ne fait pas rire, objectivement, parce que s'il y a bien quelqu'un qui est la quintessence du système, c'est bien Emmanuel Macron, qui est banquier d'affaires, ou qui a été banquier d'affaires, qui est entré en politique au Parti socialiste, mais qui aurait pu rentrer, candidate du peuple, mais qui aurait pu rentrer à l'UMP. Pourquoi êtes-vous plus candidate du peuple que lui? Mais parce que moi, je défends les intérêts du peuple. Vous voyez, je ne pense qu'à lui. Tout ce que je fais, c'est pour lui. Et tout ce qui est fait sans lui ou contre lui, tout ce que je fais, tout ce qui est fait sans lui ou contre lui, me fera combattre pour son intérêt. Monsieur Macron, il ne défend pas les intérêts du peuple, il défend les intérêts des grandes puissances financières, il défend les intérêts des grandes banques. Il est d'ailleurs en cela assez proche, il faut bien le dire, de M. Fillon. Le programme politique de M. Macron, c'est la dérégulation totale au bénéfice, évidemment, des grands groupes. Et d'ailleurs, regardez qui le soutient. Enfin, pardon, mais M. Berger, M. Cohn-Bendit, Attali, Minc, c'est-à-dire tous les tenants, tous les évêques, en quelque sorte, du système. Ce ne sont pas des soutiens qu'il a recherchés. Il y a encore quelques mois, Marine Le Pen, on a lancé une campagne avec vous. À l'insu de son plein gré, lui aussi, alors. Avec vous, François Hollande, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé. Finalement, on se retrouve avec vous, avec Emmanuel Macron, Benoît Hamon, François Fillon. Ils ont tous changé, sauf vous. Oui, Est-ce que vous n'avez pas peur que ça vous soit nuisible? Est-ce qu'une ancienne candidate peut incarner le renouveau? Je suis le pôle de stabilité de cette élection présidentielle. Voilà. Le pôle de stabilité, les Français savent ce que je veux, ils me connaissent, ils voient bien que nous ne sommes sensibles à aucune pression et par conséquent, je pense qu'ils seront très nombreux, compte tenu de l'offre politique, à prendre conscience qu'il y a effectivement deux choix. Il y a le mien, qui est la candidature du patriotisme, sur le plan politique, et puis il y a les autres qui sont toute une série de nuances du mondialisme, le mondialisme honteux, le mondialisme décomplexé, mais qui visent en réalité à l'effacement de la nation et à la mise hors circuit du peuple français. Et maintenant, Marine Le Pen, place à votre programme. LCI est donc votre premier média depuis le lancement de votre campagne, le dévoilement de votre programme ce week-end à Lyon. Vous avez désigné vos adversaires, le mondialisme économique et le mondialisme islamiste. Est-ce qu'un banquier est aussi dangereux qu'un djihadiste? Ce sont deux mots qui sont différents, mais qui se font d'ailleurs bien souvent la courte échelle. Oui, le mondialisme financier est extrêmement dangereux parce qu'il jette les peuples dans la pauvreté, dans la précarité, parce qu'il vise à supprimer la nation, qui était, comme disait Jaurès, le bien de ceux qui n'en ont pas. Mais vous le mettez dans le même sac que le djihadisme? Non, je ne le mets pas dans le même sac. Je dis que l'un permet l'autre. Qu'en réalité, la mondialisation financière, en supprimant, en désaffiliant, en supprimant toutes les protections que sont notamment la nation, l'État, et en actionnant une immigration massive à son bénéfice, crée les conditions du communautarisme et donc du développement du fondamentalisme islamiste. Donc en réalité, il y a un lien entre ces deux mondialismes et qui ont évidemment des conséquences tout à fait catastrophiques sur les Français et même qui mettent en jeu, je crois, notre civilisation. Alors justement, on va parler de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme. On a vu ces dernières semaines Donald Trump, le président des États-Unis, prendre un décret qu'on a appelé le Muslim Ban. Ça consiste à interdire l'accès au territoire américain des ressortissants d'un certain nombre de pays musulmans. Ça a été suspendu par la justice. Est-ce que c'est une mesure que vous pourriez reproduire en France? À qui est-ce que vous interdiriez le territoire français? Alors en l'état, non. En l'état, non. Pourquoi? Mais si c'était effectivement nécessaire, M. Obama l'avait fait pour l'Irak. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous voulez, vous avez des services de renseignement qui vous disent, par exemple,
il y a en provenance de tel pays, manifestement, des gens qui veulent venir pour commettre des... Et donc on interdit l'entrée à tous les ressortissants. Dans un moment temporaire, hein, bien sûr, on peut éventuellement être amené à prendre cette mesure, mais ça n'est pas une mesure de principe, si vous voulez. Voilà, je le dis très clairement. Et c'est vrai que moi, si je dois être en désaccord, c'est en désaccord peut-être avec la rétroactivité de cette mesure, car moi je crois que dans un état de droit, il n'y a pas de rétroactivité. Voilà, c'est l'avocate aussi qui vous parle. Vous souhaitez recruter, Marine Le Pen, 6 000 douaniers, 15 000 policiers et gendarmes. Prenons un cas très concret, l'assaillant du carrousel du Louvre, cet Égyptien venu de Dubaï qui était entré en France une semaine avant. Est-ce que vous auriez pu l'empêcher de rentrer en France ? Oui, peut-être, oui. Si effectivement les critères étaient rehaussés, ce que je veux faire. Moi, je pense qu'il faut, en l'état, arrêter l'immigration. On voit bien qu'on fait rentrer des gens, 200 000 par an, y compris d'ailleurs sous Nicolas Sarkozy, alors même que nous avons un taux de chômage qui est très important, un taux de pauvreté qui est très important, et avec des critères qui, à mon avis, ne sont pas assez sérieux. Donc il y a d'un certain nombre de pays, effectivement, des surveillances à effectuer, être plus prudent et avoir peut-être des relations, d'ailleurs, entre services de renseignement avec un certain nombre de ces pays, ce qui a été pour partie rompu, notamment d'ailleurs avec le gouvernement syrien. Alors justement, vos relations avec les pays étrangers. Vous souhaitez, vous, en France, créer 40 000 places de prison. Et vous dites aussi, on va négocier des accords avec des pays étrangers pour que les criminels condamnés en France puissent purger leur peine à l'extérieur. Mais concrètement, si ces pays vous disent non, je ne veux pas de cet accord-là, qu'est-ce que vous faites ? Bah écoutez, s'ils me disent non, ils me diront non. Et donc ils exécuteront leur peine en France. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de pays avec lesquels, effectivement, on peut prendre des accords pour que les ressortissants aillent faire leur peine dans leur pays d'origine, ce qui permettra de libérer immédiatement des places. Donc la décision est à l'étranger, à l'extérieur. Non, elle est dans la négociation. Elle est dans la négociation, Monsieur Gindre, dans les accords bilatéraux entre pays. Vous voyez C'est quoi l'argument pour les convaincre ? L'argument pour les convaincre, c'est des coopérations qu'on peut mettre en œuvre ensemble. C'est aussi beaucoup l'argent de leurs propres ressortissants. Vous par exemple, des djihadistes français on peut terminer en France ? On peut terminer ? L'argent qui est gagné par leurs ressortissants et qui est envoyé régulièrement tous les mois dans leur pays. Et au détriment, après, il faut bien le dire, de l'économie française. Madame il y a beaucoup, croyez-moi, de moyens de négociation. Est-ce que dans le cas inverse, vous reprendriez donc en France des djihadistes français dont un pays extérieur ne veut plus et qu'on serait obligé donc de faire revenir en France ? Écoutez, si ça fait partie de la négociation, mais c'est souvent le cas, je vous signale, car il y a assez peu, il faut bien le dire, de personnes condamnées à l'étranger qui souhaitent faire leur peine, des djihadistes français potentiellement sur le territoire. Qui souhaitent faire leur peine, non pas sur le territoire, mais dans une prison. Dans une prison, sur le territoire français. Dans une prison, dont très objectivement, ils ne sortiront pas, à la différence de ce qui se passe aujourd'hui, parce que je compte mettre en œuvre la perpétuité réelle, incompressible. Alors la perpétuité réelle, mais plus la peine de mort. C'était le cas en 2012, et vous ne parlez plus de la peine de mort en 2017. Est-ce que vous, personnellement, vous avez changé d'avis à ce sujet ? Mais la question n'est pas là. Ce que je pense. C'est important ce que vous pensez. Non, ce que je pense à titre personnel n'est pas important. Ce qui est important, c'est comment mettre en œuvre les moyens pour protéger les Français. Alors pourquoi ce n'est plus dans votre programme dans ce cas-là ? Des criminels. Parce que je pense que la peine de mort fait appel à parfois une sensibilité, qui est même une sensibilité pour certains religieuse, et que donc c'est un sujet qui doit être tranché par la société. Et comme je vais introduire le référendum d'initiative populaire qui permettra à 500 000 Français de déclencher un référendum. C'est Benoît Hamon, c'est l'idée de Benoît Hamon, 49.3 citoyens, c'est la même idée, hein ? Oui, si ce n'est que cela fait à peu près 20 ans que nous la défendons, mais je suis heureuse d'apprendre que M. Hamon est d'accord maintenant avec une des propositions que nous portons, parce que le référendum d'initiative populaire est une très vieille réclamation de ma famille de pensée, et 500 000 personnes pourront donc déclencher un référendum sur un sujet qui leur tient à cœur. Eh bien, si 500 000 Français souhaitent qu'un référendum ait lieu sur la peine de mort, ils se saisiront une consigne de dans ce référendum. Vous appellerez à voter dans un sens ou dans l'autre ? Non, je n'appelle
n'appellerai pas à voter dans un sens ou dans l'autre, parce que je pense encore une fois que la peine de mort est quelque chose qui touche presque à des convictions intimes et que chacun doit être libre de se déterminer. On va passer à un autre point de votre programme, l'immigration. Quelques propositions. Pas de droits sociaux pour les étrangers avant 2 ans. Il faut qu'ils aient contribué, dites-vous, à un maximum de 10 000 immigrés légaux par an. On est à 40 000 précédemment. Et puis la fin de la régularisation des clandestins. Alors on va reprendre un petit peu tout ça dans le détail pour que vous nous précisiez les choses. Sur cette idée qu'un travailleur étranger qui est régulier, qui travaille, qui cotise, n'a pas le droit à des prestations sociales pendant 2 ans. Concrètement, ça veut dire quoi? S'il est malade, alors qu'il a cotisé, on le laisse en l'état? Il assume, il subvient. Il assume d'être malade, c'est pas lui qui l'a choisi. Il y a un certain nombre de pays qui font cela. D'ailleurs, la Grande-Bretagne est en train de mettre cela en place. Vous trouvez pas ça inhumain? C'est malheureux d'ailleurs, si vous voulez, parce qu'en fait, on est obligé de faire aussi cela, parce qu'à un moment donné, une immigration massive, qui est la conséquence du laxisme de ceux qui nous ont dirigés, a entraîné une masse tellement considérable que ceci a pesé sur nos équilibres sociaux, ce qui fait qu'on est obligé aujourd'hui, pour sauver notre système de protection sociale, de réduire effectivement les prestations. Alors il y a 2 choix, Monsieur Gindre. Soit les réduire pour les Français, ça n'est pas mon choix. C'est le choix de M. Fillon, c'est le choix de M. Macron. Soit dire, écoutez, nous sommes navrés, mais nous allons mettre en œuvre la priorité nationale, c'est-à-dire que les Français seront premiers servis, premiers couverts dans leur propre pays, et donc demander aux étrangers qui viennent pour travailler en France, effectivement, ce délai de carence de 2 ans avant d'avoir accès à la plénitude, l'intégralité d'un système de protection sociale qui est extrêmement généreux et qui n'existe pas dans une très grande partie des pays du monde. Il faut quand même que vous le sachiez. Quand vous allez dans toute une série de pays, la sécurité sociale n'existe pas. Et donc vous payez vos soins ou vous payez une mutuelle privée avec vos revenus tirés de votre travail, vous voyez. On n'a pas vu dans vos engagements, et pourtant vous en avez parlé, du refus de scolariser les enfants d'étrangers ou les enfants de clandestins. Vous faites quoi des enfants? Non, j'ai dit dans mon projet que j'allais encore une fois mettre en place un certain nombre de délais de carence dans certains cas, et c'est le cas de la sécurité sociale, et qu'un certain nombre de services publics ne pourraient pas être gratuits, et notamment pour les clandestins. C'est le cas pour les enfants. Je veux dire, c'est le cas pour les enfants aussi. Je veux dire, la question se pose clairement. Déjà, c'est normalement, il n'y a pas de clandestins dans un pays. Vous voyez, si la loi est appliquée, il n'y a pas de clandestin. Donc moi, je vais appliquer la loi. Et je vais couper ce que j'appelle les pompes aspirantes, c'est-à-dire toutes les mesures qui sont contraires, en fait, contradictoires avec l'esprit de la loi et qui consistent à dire aux clandestins, eh bien, vous pouvez venir sans qu'on vous y ait autorisé, vous maintenir sans qu'on vous y ait autorisé, et vous aurez le droit à toute une série d'aides, parfois même supplémentaires à celles des Français. C'est le cas de l'AME, par exemple. L'intégralité de leurs soins... L'aide médicale d'État, donc les soins gratuits pour les étrangers qui ne sont pas réguliers. L'intégralité des soins sont pris en charge pour les clandestins, ce qui n'est pas le cas pour les Français, ce qui n'est même pas le cas pour les Français qui cotisent, y compris même... La CMU, c'est des soins gratuits pour les Français. S'ils cotisent depuis 40 ans. Donc ça, c'est terminé. Et de la même manière, il me semble que les clandestins qui arriveraient et espéreraient pouvoir accéder, encore une fois, à des choses gratuites, eh bien, il faut leur lancer un signal en leur disant « c'est plus possible, on siffle à la fin de la récréation, on ne peut plus accepter de supporter le poids, encore une fois, financier que cela représente au détriment soit de l'équilibre de nos comptes, on a bien compris, soit de nos propres compatriotes. L'Europe, autre sujet très important, oui. On va prendre le temps de s'y arrêter quelques instants. Vous proposez 6 mois de négociations pour discuter de l'avenir de la France dans l'Union, un référendum sur le maintien de notre pays dans l'Union européenne et un retour à la monnaie nationale. Alors déjà concrètement, pour bien comprendre, ces 6 mois de négociations, on les fait avec qui? C'est la Commission européenne, ce sont les autres pays européens. Avec qui vous discutez et qu'est-ce que vous demandez? Mais bien sûr, on va le faire avec les autres pays européens et avec la Commission européenne. Mais vous attendez qu'ils vous disent, très bien Marine Le Pen, on vous donne ce que vous voulez? Ah, écoutez, je viendrai d'être élu. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle la démocratie. Je sais que... Ça n'engage pas nos partenaires européens. Merci de le rappeler. Et c'est tout le problème de l'Union. Vous êtes élu par les Français. Et c'est tout le problème de l'Union européenne. M. Juncker avait dit quelque chose de très révélateur et en même temps d'éminemment critiquable. Il avait dit, il n'y a pas de démocratie
contre les traités européens. Vous imaginez cette phrase? Ça veut donc dire que le peuple français n'a pas le droit de décider pour lui-même dans le cadre de l'Union européenne actuelle. Donc moi, j'irai voir l'Union européenne en disant les Français souhaitent retrouver leur souveraineté. Est-ce que vous êtes d'accord pour nous la rendre? S'ils me disent ce que vous me dites, eh bien, à ce moment-là, je reviendrai vers les Français en disant l'Union européenne ne veut pas vous rendre ce qui vous appartient et par conséquent, je vous suggère de faire la seule chose qui soit possible pour être à nouveau libre, à savoir voter au référendum pour la sortie de l'Union européenne. Alors, soit sortie référendum, soit sur la sortie de l'euro, soit sur la sortie carrément de l'Union européenne, si les négociations avec l'Union n'ont pas avancé. Non, n'embrouillez pas quelque chose qui est simple. Si les négociations ont avancé, on reste dans l'Union européenne. N'embrouillez pas quelque chose qui est simple. Allez-y. Il y aura un référendum. Quoi qu'il en soit, soit la négociation a abouti, et je dirais aux Français, on peut rester dans cette nouvelle Union européenne, soit la négociation n'a pas abouti, et je leur dirais, nous devons sortir, je le crois, de cette Union européenne. Voilà, c'est très clair. Si les négociations ont avancé, on sort quand même de l'euro? On revient à la monnaie nationale? Non, mais dans la négociation, il y a le retour à la monnaie nationale. Si au référendum, les Français votent non, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas appliquer mon projet. Donc, pourquoi je resterais alors qu'ils m'auraient élu? Pour mettre en place la priorité nationale, ce serait interdit. Pour mettre en place le patriotisme économique, ce serait interdit. Pour mettre en place un protectionnisme intelligent, ce serait interdit. Pour arrêter l'immigration, ce serait interdit. Pour arrêter le regroupement familial, ce serait interdit. Tout cela est interdit par l'Union européenne. Donc de deux choses l'une, si vous voulez. Je pense qu'ils seraient, pour le coup, les Français seraient incohérents. Or, je ne les crois pas incohérents. Je les crois tout à fait cohérents. Mais s'ils votent non, et par conséquent, si l'Union européenne ne nous rend pas nos souverainetés, à mon avis, je pense que les Français décideront de retrouver leur liberté. Mais vous nous par avez la pas voie du répondu. Si référendum. vous perdez ce référendum, est-ce que vous quittez la présidence de la République? Pourquoi voulez-vous que je reste? Pourquoi voulez-vous que je reste pour faire la même chose que les autres? C'est-à-dire pour mentir jour après jour, pour dire aux Français qu'on va faire des choses alors qu'on sait en réalité que l'Union européenne interdit de les faire. Marine Le Pen, si on sort de ce marché... Ou alors leur dire que nous n'allons pas faire quelque chose alors que l'on sait que c'est imposé par l'Union européenne. Mais moi, je ne suis pas comme les autres. Marine Le Pen, imaginez, on sort de ce marché intérieur européen. Aujourd'hui, la France est le premier partenaire commercial de l'Allemagne depuis 40 ans et l'Allemagne, de son côté, est le premier client de la France. Comment on fait seul ? Ça tombe bien parce que l'Allemagne, c'est aussi le pire de nos problèmes, en fait. Vous voyez, parce que le problème, c'est que l'euro est très sous-évalué par rapport à la monnaie allemande et surévalué par rapport à notre monnaie. Mais commercialement, c'est pas un problème. Oh non, pas de problème. Il y a 21%. Les échanges, on parle des échanges commerciaux. Non, mais il y a 21% de différentiel de compétitivité. Vous ne croyez pas que ça pose un problème ? Évidemment que ça pose un problème majeur. Ça pose un problème que nous avons un déficit extrêmement lourd de notre balance commerciale et qu'eux ont un excédent considérable. C'est-à-dire que tout ce pourquoi l'Union européenne a été fait, en réalité, n'existe pas, ce qui, évidemment, a pour conséquence l'augmentation du chômage, l'appauvrissement de notre pays, la désindustrialisation de notre pays. C'est un problème majeur. Sur un plan économique, social, vous proposez une baisse d'impôt sur le revenu à hauteur de 10%, le maintien des 35 heures, un retour à la retraite à 60 ans, si on a eu 40 annuités. Ce programme économique, Marine Le Pen, on a l'impression qu'il est plus à gauche qu'à droite. Abroger la loi travail, le maintien de l'ISF, cette retraite, le maintien des 35 heures. Votre programme économique, il ressemble à celui de Jean-Luc Mélenchon? Non, pas du tout. En quoi est-il différent? Ah, mais il est radicalement différent. Parce que M. Mélenchon, il ne remet pas en cause l'Union européenne. Il la critique. Sur ces mais points-là, il n'explique pas comment est-ce qu'on la remet en cause. Or, la politique d'austérité que subissent les Français aujourd'hui et qui n'est qu'un début quand on voit quelle est la feuille de route de Bruxelles. La feuille de route de Bruxelles, vous pouvez la lire, c'est le programme de François Fillon. Bon, ça n'est que le début, ça va s'aggraver considérablement. Or, je n'ai pas entendu Jean-Luc Mélenchon dire « moi je vais rompre avec l'Union européenne » pour pouvoir arrêter la politique d'austérité qui est menée. Maintenant, madame, vous trouvez que augmenter l'allocation adulte handicapé, c'est un programme de gauche ? Vous trouvez que augmenter le minimum vieillesse, qui est à un tout petit peu plus de 800 €, c'est un programme de gauche? Vous ne croyez pas que c'est normal de vouloir, quand on est président de la République, arrêter de voir des femmes d'agriculteurs vivre avec des retraites de 400 €? Est-ce que vous croyez que c'est digne de la France au XXIe siècle d'avoir des niveaux aussi réduits? Non, moi je crois que c'est tout à fait normal. Quand on voit la situation actuelle, on ne peut pas
ne pas considérer que toute l'action doit consister à rendre du pouvoir d'achat aux Français et particulièrement aux Français les plus modestes et les plus pauvres. La priorité nationale Après, dans la c'est un Constitution. choix. Moi, je fais le choix d'arrêter les dépenses d'immigration. C'est un choix. Justement, pour pouvoir une précision faire à ce sujet, bénéficier Madame aux Le Pen. Français d'une augmentation de leur protection sociale. Je fais le choix d'arrêter les dépenses qui vont à l'Union européenne. C'est un choix pour pouvoir faire bénéficier les Français d'une L'emploi, protection le supplémentaire. logement, juste pour vous faire préciser, vous proposez la priorité nationale inscrite dans la Constitution pour que les Oui. Français soient prioritaires en termes d'emploi, de Dans leur logement. propre pays. Qu'est-ce que ça veut dire Ce qui concrètement? devrait Ça être veut dire logique. plus d'emploi, plus de logement pour les étrangers parce qu'effectivement, il y a du chômage, il y a un déficit de logement aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne le formule pas dans ce cas directement comme ça? Plus de logement et plus d'emploi pour les étrangers en France. Parce que, encore une fois, la priorité nationale, c'est un concept très clair. À compétence égale, eh bien, nous demandons aux entreprises françaises d'embaucher des Français. Si elles ne souhaitent pas embaucher des Français, eh bien souvent, elles ne le souhaitent pas, il faut bien le dire, en tout cas pour certaines d'entre elles, parce qu'elles trouvent chez les travailleurs étrangers des gens qui acceptent de travailler pour des salaires qui sont des salaires minables. À tel point que vous D'accord ? taxez les Ce salariés qui étrangers. d'ailleurs pèse à la baisse sur les salaires en France. De manière générale, l'immigration pèse à la baisse sur les salaires. Pas qu'en France. Mais donc, c'est on vrai aussi, privilégie la c'est vrai aussi en nationalité à la Allemagne. compétence. Et c'est même la raison pour laquelle le grand patronat est très souvent, apprécie très souvent beaucoup l'immigration, parce que ça leur permet de trouver Et vous des privilégiez travailleurs à très bas la coût. nationalité à la compétence. À compétence égale, Monsieur Gindre. À compétence égale. Voilà. Or, moi, trouvez-moi un secteur où il n'y a pas des Français qui sont formés pour pouvoir répondre aux offres d'emploi. Je ne crois pas qu'il y ait des secteurs. Et s'il y a des secteurs, eh bien, il faut que l'État fasse son travail et qu'on mette en place les formations pour permettre aux entreprises qui sont sur le territoire national de trouver des employeurs français. C'est tout à fait légitime. Et je vais vous dire même mieux. La taxe que je vais mettre en œuvre sur les contrats, les nouveaux contrats D'employés de travail étrangers, qui existent. Ça existe déjà. Vous l'augmentez. Bon, je l'augmente, oui, de manière assez significative. Eh bien, 10% du salaire cette recette permettra d'abonder l'indemnisation des chômeurs. Pour mettre en place ce Je trouve programme, que c'est Marine Le Pen, cohérent. pour mettre en place ce programme, vous parlez d'une majorité gouvernementale et parlementaire, un Premier ministre qui ne serait pas forcément issu du Front National, et un gouvernement d'union On nationale. m'a posé la question. Mais on a du mal à comprendre parce que vous ne cessez de dire que tous ceux qui ont gouverné sont nuls. Donc vous accepteriez de gouverner avec des Vous voyez, nuls, en je suis fait. gentil. Hein. Je considère que peut-être au milieu de ceux qui, effectivement, Alors, participent à des familles politiques qui ont été au pouvoir, il y a peut-être des gens qui ont pris conscience de leurs erreurs. Gentil ou parce que vous n'aurez pas assez de députés pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale et que vous serez obligé de cohabiter avec un Premier ministre de droite ou de gauche. Non, pas et du donc, en fait, vous ne gouvernerez pas. Et donc, à quoi sert de Oui, voter enfin, pour vous? écoutez, bon, bref. Et avec des si, on fait beaucoup de choses, vous savez. Mais c'est important de savoir comment est-ce que vous... Gouverner. C'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est important de savoir. Et moi, j'ai confiance dans les Français. Encore une fois, je pense que si ils m'élisent à la tête de la France, c'est pour me donner une majorité quelques semaines plus tard. Donc ça veut dire que C'est vous êtes pas prêt pour à des m'empêcher- compromis pour des alliances. C'est pas pour m'empêcher de gouverner, mais c'est pas exactement l'inverse que je viens de vous dire, madame. Mais je ne fais pas, encore une fois, de compromis. Maintenant, cette question, vous pourriez la poser à tout le monde, parce que la Mais on la posera à tripolarisation, tout le monde. parce Il que y a la une question. tripolarisation de la vie politique, effectivement, pose le problème du mode de scrutin. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite modifier le mode de scrutin et mettre Et en c'est ce place qui fait que des une alliances proportionnelle. sont et mettre en potentiellement place nécessaires. la proportionnelle avec une prime à la liste arrivée en tête. La proportionnelle, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de Français qui aujourd'hui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale n'est pas le reflet de l'importance des idées dans notre pays. Voilà, c'est ça le problème majeur. Or moi je pense que tout le monde doit pouvoir avoir des représentants à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle je suis pour la proportionnelle intégrale avec, à partir de 5%, des représentants à l'Assemblée nationale. Et une prime pour éviter le reproche qui est souvent fait à ce mode de scrutin, qui est une éventuelle instabilité. Et maintenant, la campagne, Marine Le Pen, la campagne. Votre slogan, c'est donc au nom du peuple. Concernant le financement, vous avez annoncé une dizaine de meetings. Est-ce que vous avez fini par trouver l'argent qui vous manquait? Écoutez, je suis en bonne voie. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je suis, plutôt optimiste sur la résolution assez rapide de la part du financement qui manque. Les banques de l'argent qui françaises vient ont... Les banques françaises refusent de prêter. Les banques Donc françaises c'est à l'étranger que vous avez refusent de trouvé prêter. l'argent?
c'est incroyable, c'est extrêmement problématique sur le plan de la démocratie. Elle refuse de prêter. Mais d'où viendra cet argent alors? D'une banque autre que française. Et de quel pays? Ah, mais je vous dirai quand ce sera fait, monsieur Gendre. Je vois pas. Vous me posez c'est beaucoup pas de fait, questions. donc ce n'est pas fait Est-ce que encore. vous pourriez Oui, on poser est ce là genre pour de. ça. Non, Ce non, n'est non, pas mais fait. j'adore ça. Pourriez poser ce genre de questions à monsieur Macron? On y arrivera, on y arrivera. Ah quand il oui, sera là. on y arrivera. Mais à chaque fois que je vois des journalistes, ils me disent on y arrivera. Et puis en réalité, on ne voit jamais. Donc moi, j'aimerais, parce que là, en l'occurrence, M. Macron, lui, il est financé, semble-t-il, par des dons. Moi, je suis financé par des prêts. Alors, il y a beaucoup de nos Vous ne militants... souhaitez pas dire je vais d'où vous vient dire, cet argent? il y a beaucoup de nos militants qui nous ont fait des dons. Pour ce qui est des banques, vous ne souhaitez pas le dire? Des dons, et je les Pour en quelle raison? remercie. Et pour quel montant? Aujourd'hui, pour des montants qui sont souvent des montants modestes, mais pour eux, ce sont des montants importants, voyez-vous. Voilà. Cette Parce campagne... que moi, mon électorat, il est bien souvent un électorat qui est dans la difficulté et qui paye cher la politique qui lui a été imposée depuis des années par la gauche et par la droite. Donc la nationalité de la banque, vous ne souhaitez pas le dire parce que ce n'est pas encore fait, hein, si on a bien compris. Exactement ça. Cette campagne, alors que votre parti et votre trésorier sont mis en examen dans une autre affaire qui fait penser à Bille-Malion, elle porte sur le financement des campagnes électorales de 2012. Si vous me permettez juste de finir, d'expliquer aux Français quelle est cette affaire. Elle porte sur le financement des campagnes électorales de 2012. Le Front National est soupçonné de complicité, d'escroquerie, d'abus de biens sociaux, de blanchiment et de recel. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça finisse par mettre à mal votre image de tous pourris sauf nous? Absolument pas, madame, car là encore, il y a une affaire qui met en cause le financement des campagnes, 4 campagnes de suite, parce qu'en réalité, on dit qu'il y a une multiplication d'affaires, mais c'est le même reproche qui est fait sur un processus de financement de la campagne absolument totalement transparent, qui n'a fait l'objet d'aucune dissimulation, et qui a été, je le rappelle, validé par la Commission nationale des comptes de campagne. Donc si la Commission nationale des comptes de campagne, qui est dirigée par 9 hauts magistrats, est en désaccord avec la justice qui a cru pouvoir ouvrir cette information, eh bien nous réglerons ça devant le tribunal. Mais donc cette mise en examen, c'est encore une fois une affaire politique et pas judiciaire? Mais je ne suis même pas sûr que ce soit une affaire politique. Je pense qu'il y a vraiment un désaccord entre la Commission nationale des comptes de campagne qui considère que ce mode de financement était parfaitement légal puisqu'elle a remboursé. Alors parfois, vous savez, parfois elle ne rembourse pas 200 € ou 100 €, mais dans l'ensemble, elle a validé le processus et des magistrats qui semblent être en désaccord avec cela. Mais cette mise en examen du parti, elle est grave. Elle est plus grave sur un plan juridique qu'une enquête préliminaire pour François Fillon. Une mise en examen, c'est pas grave parce que ça ne présume pas de la culpabilité. Mais ça veut dire soupçon grave et concordant. Je vous le rappelle. Soupçon grave et concordant, on le rappelle, c'est la règle. Oui, d'accord, mais monsieur de Villepin aussi, soupçon grave et concordant. Et il a été relaxé par le tribunal. Je ne sais pas, on a l'impression que toujours c'est un peu à géométrie variable. La présomption d'innocence, quand ça arrange certains, ils l'utilisent. Quand ça les arrange pas, ils l'utilisent pas. Voilà. Quelle équipe autour de vous, Marine Le Pen, Marion Maréchal Le Pen, on l'a vu de retour ce week-end, elle était avec vous à Lyon. Elle ne fait pas pour autant partie de votre équipe de campagne. Est-ce que c'est son choix? Est-ce que c'est le vôtre? Ah bon, elle ne fait pas partie de mon équipe de campagne? Dans l'organigramme? Ah bon? Elle ne l'était pas au début en tout cas. Ah bon? Non? Bah si. Dès le début? Oui. Vous savez, je vais vous conseiller un truc. Ce sera bon pour tout le reste de votre carrière. Allez à la source. Écoutez, Gilbert Collard, qui était mon invité, m'assurait qu'elle n'était pas, qu'elle faisait partie de l'équipe de campagne et lui en fait partie. Ne lisez pas ce que disent vos confrères. Allez à la source. Alors Jean-Marie Le Pen, pour le coup, là, on est sûr qu'il n'est pas dans notre équipe de campagne. On a vu Marion Maréchal, effectivement, à Lyon ce week-end. On a vu Marie-Caroline, votre sœur, qu'on n'avait pas été habitué à voir sur la tribune. On n'a pas vu, en revanche, Jean-Marie Le Pen. Est-ce que oui ou non, dans cette campagne, ce sera le moment de la réconciliation familiale? Non. Pourquoi? Familiale, ça ne vous intéresse pas. J'avais presque envie de vous dire, ça c'est la vie privée. Mais politique, non. Et pourquoi non? Mais parce que non, parce que j'ai pris, encore une fois, une décision. Le bureau exécutif a pris une décision. Les adhérents du Front National ont pris une décision et que je ferai respecter cette décision. C'est tout. Même s'il en va de l'intérêt du pays. Cette campagne, Marine Le Pen, c'est aussi un Qu'est-ce que vous avez dit? clip. Même s'il en va de l'intérêt du pays? C'est ce que disent certains de vos militants. Ah bon? Et lui. Et Jean-Marie Le Pen, à la réconciliation. Cette campagne Marine Le Pen, c'est aussi un nouveau clip, un nouveau tract. Un tract qu'on a ici, au faux air de magazine féminin, intitulé « Tel que je suis ». Il vous présente sous un jour intime des photos de vous, avec votre bébé, notamment avec vos sœurs. Et là encore, pas une photo de votre père, ni de votre nièce, Marion? Non, écoutez, c'est pas un album de famille. C'est un en partie document. Quand même. Mais non, c'est un document pour montrer qui je suis.
car beaucoup de Français, en réalité, croient me connaître, mais ne me connaissent pas. Ils ne savent pas que je suis une maman, ils ne savent pas que je suis une sœur, ils ne connaissent pas toujours le parcours professionnel qui a été le mien, et notamment le fait que j'ai été avocat. Et je pense que dans une campagne présidentielle, il est peut-être pas tout à fait inutile qu'ils puissent avoir accès à ce que je suis. Au moins dans les grandes lignes. Dans ce tract, on vous voit trinquer avec Karine Le Marchand une capture d'écran de l'émission Une ambition intime, ce qui a provoqué un début de polémique avec l'animatrice ce week-end, qui souhaitait retirer cette image. Vous allez la retirer ? Non, puisqu'elle a dit que, pour finir, c'était une capture d'écran et donc ça posait absolument aucun problème qu'on l'utilise dans un tract, parce que c'est la loi, tout simplement. On est à 75 jours, Marine Le Pen, du premier tour de l'élection présidentielle. Vu la situation et les sondages, c'est cette année ou jamais pour vous ? C'est pas pour moi, enfin, j'ai encore une fois... C'est vous la candidate quand même. Oui, d'accord, mais c'est pas pour moi. Voilà. Je pense que la France est à la croisée des chemins, je l'ai dit, que cette élection présidentielle, ce sera un choix de civilisation, que demain, s'il n'y a pas le sursaut que nous attendons pour défendre notre nation française et son existence même, là au moment où elle est très attaquée, très affaiblie par les deux mondialismes dont vous parliez tout à l'heure, le mondialisme financier et le mondialisme islamiste, 15 ans après votre père, vous pensez faire mieux que lui ? Écoutez, encore une fois, vous avez une vision de la politique qui était très éloignée de la mienne. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est arracher le peuple français à la situation dramatique dans laquelle il est. Je veux préserver notre civilisation, je veux préserver son identité, je veux préserver sa prospérité, je veux qu'on arrête de mourir de froid dans les rues, je veux qu'on arrête de faire vivre des retraités avec 400 €, je veux qu'on arrête d'envoyer nos enfants dans les écoles avec la peur au ventre. C'est cela que je veux. Merci Marine Le Pen, merci d'avoir été notre première invitée. Merci.